Le mouvement étudiant haïtien a souvent été ouvert aux idées progressistes, voire révolutionnaires. Il a aidé à renverser des régimes et a souvent été durement réprimé. Parfois, il a été divisé. Mais en tout état de cause, les étudiants ont toujours été un acteur fondamental dans les mutations politiques en Haïti. La sociologie des mouvements sociaux nous permet de comprendre que les conflits sont des outils indispensables au progrès politique. Elle s'est développée autour de 3 grands axes de réflexion. 1. Les structures de mobilisation du politologue de l'université de Duke, Herbert Kitschelt. 2. Les opportunités politiques du politologue de l'université de Cambridge, Mauve Tarot. 3. Les processus de cadrage du sociologue de l'université de Los Angeles, David Snow. D'abord, les structures de mobilisation posent les questions du pourquoi et du comment des mouvements. Selon Herbert Kitschelt, par exemple, l'action collective est une action rationnelle, finalisée, basée sur une étude des contraintes et des moyens. Problème, c'est que cette approche enlève toute possibilité d'instrumentalisation du mouvement, comme cela a pu être le cas du mouvement étudiant haïtien à plusieurs reprises au XXe et au XXIe siècle. Ensuite, les opportunités politiques se posent en termes de cadre de contraintes et d'avantages politico-sociaux entourant ces mouvements. La typologie de Mauve Tarot, énoncée en 1996, permet de distinguer 4 grands types d'opportunités politiques. 1. L'ouverture ou la fermeture politique. 2. La stabilité ou l'instabilité politique. 3. Absence ou présence d'instances de négociation, cours de justice, syndicats, société civile, etc. 4. La division ou pas des élites. Dans le mouvement étudiant haïtien, chacune de ces opportunités politiques ont pu être pertinentes à un moment ou à un autre de la lutte. Enfin, le processus de recadrage qui permet de comprendre la motivation individuelle de l'action de mobilisation. Il permet de répondre à la question « Pourquoi se mobilise-t-on » Selon le sociologue David Snow, l'adhésion de l'individu à une mobilisation collective dépend de sa motivation individuelle et de sa possibilité de pouvoir modifier son cadre d'existence. Dans le cadre du mouvement estudiantin haïtien, on verra que souvent, les revendications politiques rejoignent les pétitions académiques. Voici donc, à travers cette grille de lecture, l'histoire politique des mouvements étudiants en Haïti. Pendant l'occupation américaine de 1915 à 1934, les étudiants ont joué un rôle fondamental dans la résistance contre les occupants. La lutte monte en puissance au cours de l'année 1929, où l'on assiste à l'entrée de la jeunesse estudiantine haïtienne dans la dynamique des luttes. C'est ainsi que le 31 octobre 1929, les étudiants de l'école centrale d'agriculture de Damiens ont déclenché une grève pour contester la décision de George Freeman de réduire les bourses d'études de 66 à 15 $. Ce mouvement bénéficie de la solidarité des étudiants de l'école de droit, de la faculté de médecine et de pharmacie, de l'école normale, etc. Les étudiants ont mis en place des comités de lutte pour intensifier le mouvement. Ainsi, Henri Malfan écrit « La puissante vague de grèves et de manifestations étudiantes joue un rôle catalyseur du mouvement nationaliste et démocratique. » Après le départ des Américains, les étudiants sont dans toutes les luttes politiques en Haïti. Et l'année 1946 marque une date importante dans la maturation politique du mouvement. En effet, dans un contexte de dégradation des conditions sociales des paysans et des classes populaires, et dans un souci de construction d'une société haïtienne plus démocratique, les étudiants lancent 5 jours de grève visant à déstabiliser le régime autoritaire d'Élie Lescaut, jugé trop enclin à faire le jeu de la bourgeoisie haïtienne et de l'impérialisme américain. Ce sont les 5 glorieuses. À ce sujet, Malfan nous dit ceci. Il y a un cercle d'étudiants se dénommant la clique qui va jouer un rôle de premier plan dans le déclenchement de l'offensive contre Lescaut.
En effet, le contexte est celui de la crise économique en Haïti de l'après-Seconde Guerre mondiale, celui de la chute du prix du café sur le marché mondial, celui de la destruction des forêts, celui de l'introduction de nouveaux impôts par le gouvernement afin de renflouer les caisses de l'État. À cela s'ajoute la répression du mouvement syndical naissant par le gouvernement autoritaire d'Élie Lescaut. Ainsi, les étudiants font échouer le projet antidémocratique de Lescaut qui est contraint à l'exil. C'est la révolution de 1946. La révolution de 1946 n'aurait sans doute pas eu lieu sans l'apport de la littérature. En effet, en 1945, un groupe d'amis intellectuels et écrivains crée La Ruche, qui deviendra un journal littéraire et politique d'avant-garde. Ces hommes sont René Depestre, Jacques-Stéphane Alexis, Théodore Becker, Gérard Blancourt et Gérard Chevet. C'est le lancement d'un organe de la jeunesse révolutionnaire, vers lequel vont regarder les étudiants à la recherche d'inspiration idéologique. René Depestre, auteur d'un recueil incendiaire intitulé Étincelle, est le plus virulent de ces intellectuels qui visent à faire tomber Élie Lescaut. D'obédience à la fois marxiste et surréaliste, il revendique la négritude et conteste avec la plus grande virulence l'héritage de l'esclavage. Il condamne ce milieu bourgeois qui soutient les dérives autoritaires du pouvoir en place. Il écrit ceci. L'enfant né sur la grande route, l'enfant qui avait grandi autour de la charnière, autour des lopins plantés de pois Congo, devint domestique, devint esclave, de ces gens qui étaient du bois, dont on chauffe la machine sociale. Elle devint celle qui se lève à la pointe du jour, tandis que les gens, comme il faut, se prélassent encore dans des lits trop vastes. Celle qui lave, celle qui repasse, celle qu'on gifle, celle qu'on bouscule, celle qui pleure, celle qui est la vie. Parce que la vie, pour elle, c'est tout ça. Par ce texte merveilleux, le jeune écrivain condamne l'esclavage moderne et la relation exploitant-exploité. Et le mouvement étudiant se nourrit de ses écrits. Dans le second numéro de La Ruche paru le 1er janvier 1946, Depestre appelle ouvertement au renversement de Lescaut. Le journal est saisi et Depestre est emprisonné en compagnie de son compagnon Théodore Becker. Ces arrestations déclenchent un tollé dans le pays. Les étudiants réclament la libération des deux jeunes poètes. Du 7 au 11 janvier, une grève étudiante se transforme en grève générale. Le mouvement littéraire a nourri le mouvement estudiantin, qui lui vient de nourrir le mouvement politique global. C'est l'équation de la révolte générale des Haïtiens contre les dérives autoritaires de Lescaut. Élie Lescaut est contraint de démissionner. René Depestre l'exprime comme suit dans un article intitulé « André Breton à Port-au-Prince ». En quelques jours, l'affaire La Ruche prit l'ampleur d'un torrent de contestation démocratique qui submergea le pouvoir d'Élie Lescaut. Ainsi, le journal avait créé une communauté émotionnelle qui va guider le mouvement de janvier 1946. La littérature, courroie d'alimentation de la pensée estudiantine, contribue à faire chuter Élie Lescaut. La révolution de 1946 pose les bases de la maturité politique et de la vigilance des étudiants. Cette vigilance ne mourra plus jamais. Elle se manifeste en 1947, un an seulement après la révolution de La Ruche, lorsque la Fédération des étudiants de l'Université d'Haïti se dresse contre la mesure qui les empêche de tenir des séances politiques dans les locaux de l'université. Ils se soulèvent alors contre les doyens, mais ceci n'est que le préambule de ce qui va se passer quelques années plus tard. Cette vigilance se manifeste en 1947 contre les tentations autoritaires du président du Marseille estimé. Cette vigilance se manifeste d'abord lorsque le gouvernement impose un état de siège de 8 mois, de février à octobre, alors qu'il fonctionne en dehors du cadre de la Constitution par des mesures d'exception. Le communiqué publié à cette occasion par l'Association des étudiants en médecine, pharmacie et arts dentaires le 14 novembre 1949 est un modèle de maturité politique de la part du mouvement étudiant. Le mouvement étudiant établit désormais un double volet à sa lutte, le volet académique et le volet politico-social. Le texte est si mature qu'il interpelle l'ambassadeur américain en Haïti, William Ducorsi. Celui-ci prend note du communiqué
et le transmet aux analystes de la CIA. Cette vigilance se manifeste ensuite lorsque le président estimé impose la loi martiale afin de contrôler les partisans de son opposant, le colonel Asrel Roland, réfugié en République dominicaine. Cette vigilance se manifeste enfin contre le président du Marseille estimé qui tente de modifier la constitution de 1946 afin de se faire réélire en 1952. Les étudiants, réunis autour du sénateur Émile Saint-Lô et des adversaires politiques du président estimé, donnèrent l'élan à la conspiration des sénateurs qui conduisit au coup d'État du 10 mai 1950. Estimé est alors contraint à l'exil. Cette vigilance estudiantine se manifeste encore contre la dictature réactionnaire de Paul-Eugène Magloire, qui accède au pouvoir après le coup d'État contre le président Léon du Marseille estimé en 1950. À cette occasion, le mouvement estudiantin se trouve coincé entre deux hommes luttant pour le pouvoir, le colonel Paul-Eugène Magloire d'une part et le président du Marseille estimé d'autre part. Après avoir manipulé le mouvement étudiant, Magloire prend le pouvoir et impose des mesures anticonstitutionnelles. Il est à son tour combattu par les étudiants qui se révèlent de plus en plus structurés, matures politiquement et qui font du droit de grève une arme de contestation politique redoutable. En cette fin de l'année 1950, les jeunes militants marxistes et démocrates chrétiens radicaux fondent l'UNE, l'Union des étudiants haïtiens, qui remplace la Fédération des étudiants haïtiens, jugée trop conciliant avec le pouvoir et qui a gardé des liens privilégiés avec Magloire du temps des luttes contre estimé. Le mouvement estudiantin se radicalise donc, mais il y a un homme, secrétaire d'État de la Santé et du Travail d'Estimé, qui regarde tout cela avec attention. Son nom, François Duvalier. D'entrée de jeu, François Duvalier se méfie du pouvoir de nuisance des étudiants. Leslie Péan nous dit ceci. Cet épisode du mouvement estudiantin de 1949 à 1950 restera gravé dans la mémoire de Duvalier et il en voudra à jamais aux étudiants d'avoir fait le jeu des adversaires politiques du président estimé. C'est donc un homme plein de ressentiment et avisé qui arrive au pouvoir le 22 septembre 1957 en la personne de François Duvalier. L'homme a plusieurs ennemis politiques. 1. Les mulattes qui contrôlent les leviers du pouvoir politique et économique, à qui il impose le noirisme comme moyen privilégié pour les Noirs de récupérer au moins le pouvoir politique. 2. L'armée et ses ambitions politiques démesurées, matérialisées par l'omniprésence et le charisme d'un homme comme Paul-Eugène Magloire. 3. Le pouvoir législatif et particulièrement le Sénat de la République, qu'il n'hésitera pas à neutraliser en 1961. Et 4. Le mouvement estudiantin, qu'il juge trop manipulable et qu'il redoute depuis son instrumentalisation dans le coup de force contre estimé. D'ailleurs, face à l'instauration de la dictature duvalérienne, les étudiants ne vont pas tarder à donner la réplique. En effet, ils s'organisent pour apporter leur contribution dans les luttes populaires. L'Association des étudiants en médecine, l'Association des étudiants de l'école normale supérieure ou encore l'Association des étudiants en génie se dressent contre les dérives du régime. Comme souvent avec le mouvement étudiant, les revendications sont de deux ordres, académiques et sociopolitique, soit la critique de la politique de l'enseignement et de l'éducation d'une part, et l'amélioration des conditions de vie, la libération des étudiants incarcérés et la démocratisation du régime de l'autre. Dans leur doléance en 9 points, du 9 juin, adressée aux chambres législatives, les étudiants réclament à ce gouvernement, qui ne consacre qu'1% du PIB à l'éducation, contre 28% à la sécurité et à la machine de répression, la construction d'un campus de 500 chambres, de laboratoires, d'une bibliothèque équipée de livres neufs et d'un restaurant. L'idée fondamentale est que la qualité de l'enseignement dépend de la qualité du régime. Les étudiants placent les individus au centre des décisions et les poussent à prendre leurs responsabilités. Il faut changer la politique afin de changer la société et l'enseignement. Pour eux, l'université est le sanctuaire de l'innovation et du progrès. L'université est le lieu où s'écrit l'avenir. L'université est à la modernité ce que le lieu saint est au culte religieux. L'éducation est la promesse d'avenir de la justice. Ainsi, la lutte pour l'améliorer doit être prioritaire, soit la manifestation d'une grande maturité politique de la part du mouvement étudiant haïtien au milieu des années 50. C'est dans ce contexte que l'UNE lance le 22 novembre 1960 une grève illimitée,
pour protester contre la répression gouvernementale et exiger la libération des étudiants arrêtés en septembre 1960, dont Joseph René, leur trésorier. Ce mouvement lance la vague de contestation contre le régime. Un bras de fer s'engage entre le gouvernement et le mouvement. Le mouvement fait vaciller le pouvoir. François Duvalier prend une batterie de décrets présidentiels pour combattre le mouvement. Il oblige les travailleurs à être présents sur les lieux du travail et sanctionne les parents dont les enfants ne sont pas présents au cours. Et par un décret du 16 décembre 1960, il annonce la dissolution de l'UNE. L'université est désormais contrôlée par les tontons Macoute. Et en 1968, alors que mai 68 fait rage en France, Duvalier ne prend aucune chance et fait disparaître l'UNE. L'organisation est donc la première grande victime de Duvalier après l'armée. Il la renomme l'Université d'État d'Haïti. À la mort de son père en 1971, Jean-Claude Duvalier prend le pouvoir. À cette époque, le mouvement étudiant est complètement muselé. Il faut attendre 1984 pour que l'université devienne une institution indépendante selon la constitution haïtienne. Après l'effondrement du régime de Duvalier le 7 février 1986, le mouvement étudiant sort de 18 années de silence. La naissance de la FENE, Fédération nationale des étudiants, marque ce retour du mouvement et les étudiants comme acteurs sociopolitiques. La première victoire de la FENE est de réussir à ce que la Constitution de mars 1987, par l'article 208, confirme la statut indépendant de l'Université d'État d'Haïti. Mais le mouvement étudiant ne s'arrête pas là. En effet, en ce début de l'année 1987, il y a deux grandes catégories de revendications encore une fois. Les unes politiques, les autres académiques. Les revendications académiques tiennent à la qualité du matériel didactique, amélioration de la qualité de l'enseignement, l'autonomie universitaire, son financement, la modernisation des bibliothèques et des laboratoires de recherche, etc. Les revendications politiques tiennent à l'amélioration du sort des couches sociales les plus défavorisées. Ils rejoignent les mouvements religieux, populaires, les paysans, les ouvriers et les syndicats. Ils participent à des congrès nationaux et internationaux. Face à la répression exercée à leur encontre par la junte militaire, ils se radicalisent, comme face à la libéralisation de l'économie par le régime militaire. Quand la situation l'indique, ils se retrouvent dans les manifestations de rue. C'est dans ce contexte que le Conseil national de gouvernement impose la fermeture de l'Université d'État d'Haïti en 1987 pendant une période d'1 an. En solidarité avec leurs aînés, les élèves du secondaire boycottent les examens du baccalauréat de juillet et septembre 1987. En 1991, après le coup d'État perpétré par Raoul Cédras contre le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide, le secteur étudiant est la principale victime de la répression militaire et des milices. Le 12 novembre 1991, débute une vague de contestation contre les crimes du régime. L'Université d'État d'Haïti devient la cible d'une grande vague de répression de la part de l'armée et des milices. 1992 marque la mobilisation des lycéens. Cette généralisation fait du mouvement étudiant l'un des plus actifs en faveur du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Entre 2002 et 2004, le mouvement universitaire haïtien se dresse contre le régime Lavalas. Face à la mesure du pouvoir en place de réclamer le départ du Conseil de l'Université d'État d'Haïti, les mécontentements débutent. Les étudiants se joignent à plusieurs acteurs majeurs. Un groupe de partis politiques appelé Convergence démocratique, le groupe des 184 réunissant des hommes d'affaires, des membres des églises, des professionnels, des intellectuels, des groupes populaires, le collectif d'artistes et d'intellectuels pour la défense des libertés civiles. Profitant de la radicalisation du régime et ses excès, une partie de la classe politique va instrumentaliser les revendications des étudiants à des fins de règlement de compte vis-à-vis de l'homme qui critique ouvertement les privilèges de l'élite, l'impérialisme des Américains et réclame le remboursement de la rançon de l'indépendance à la France. Mais le régime de Martelly Moïse instrumentalise et canalise le pouvoir de nuisance du mouvement étudiant de 2011 à 2021. L'université devient un complice du pouvoir, si bien que le vice-recteur Wilson Lalo devient ministre des Finances du pouvoir en avril 2013 et conseiller de Jovenel Moïse plus tard. Petit à petit,
Le pouvoir du PHTK neutralise les mouvements étudiants qui éprouvent tout le mal du monde à se révolter contre les mesures autoritaires du régime. Et les faibles contestations sont matées ou marginalisées par les pouvoirs politiques et universitaires. Dans un contexte d'absolue clochardisation du système éducatif haïtien, pour reprendre cette expression de Leslie Péan, le mouvement estudiantin est plus mieux que jamais, lui qui a toujours lié combat académique et politique. Le PHTK et ses alliés n'ont pas seulement livré bataille contre le militantisme politique et le système représentatif, mais ils ont aussi livré bataille contre l'éducation. La vigilance estudiantine, dont on a parlé tout au long de cette émission, vient de mourir. Cette vigilance qui n'est pas morte pendant l'occupation américaine. Cette vigilance qui n'est pas morte sous l'ESCO. Cette vigilance qui n'est pas morte sous le président du Marseille estimé. Qui n'est pas morte sous Magloire. Cette vigilance que même un tortionnaire de classe mondiale comme Duvalier n'a pas pu taire. Cette vigilance qui n'est pas morte pendant la guerre contre Aristide. Voilà que cette vigilance, dont on peut dire qu'elle est légendaire, vient d'être abattue tel un oiseau sur la branche par la génération PHTK et le corps groupe. Ainsi, dans ce processus de désinstitutionnalisation, le mouvement étudiant est l'une des victimes en première ligne du régime PHTK. Le mouvement étudiant haïtien semble être rentré dans une phase de mort cérébrale. Peut-il renaître de ses cendres ?